Bonjour à tous, bienvenue au Bonjour webinaire. à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à Bonjour. tous et bienvenue au webinaire du service social de l'assurance maladie concernant la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc je vais me présenter, je suis Virginie Cazot, je suis chargée d'appui et développement à la coordination du PRITH, qui est le plan régional d'insertion des travailleurs en situation de handicap. On est ensemble pour 1h30 de webinaire. On vous parlera des soucis de l'ensemble de la plateforme technique tout à l'heure. Et je vais un petit peu vous présenter le contexte de ce webinaire. Eh bien, dans le cadre de l'axe maintien dans l'emploi du PRITH, nous avons un objectif qui concerne la prévention de la désinsertion professionnelle. Et en 2019, il y a eu une réunion régionale qui a regroupé plusieurs organismes de santé, dont la MSA, la CARSAT, Aquitaine, Centre-Ouest aussi, et d'autres régimes de santé. Et une problématique est apparue concernant les agents de la fonction publique qui travaillent à temps partiel ou qui sont contractuels et qui sont couverts par le régime général. Et concernant cette situation, cette problématique statistique qui a été donc recensée au régional, nous avons lancé un Virginie, on me signale un problème de son. Il faudrait que tu parles un petit peu plus fort. Est-ce que vous m'entendez? Et voir que tu coupes, enfin, ou que tout le monde coupe son son, parce qu'on entend aussi des bouip bouip. Est-ce que vous m'entendez mieux? Je regarde les... Oui. Essaie de parler plus fort peut-être aussi. Je vais parler plus fort. Donc, lors de cette réunion régionale, donc une problématique a émergé sur la situation des agents contractuels et à temps partiel couverts par le régime général. On a créé un groupe de travail avec la déléguée régionale du FIP, Caroline Decarle, et les deux CARSAT, Centre-Ouest et Aquitaine, pour travailler sur cette question-là et vous proposer une série de 2 webinaires. En juin a eu lieu un webinaire à destination de l'ensemble des professionnels CARSAT pour présenter ce que c'était que la fonction publique, le FIP et les centres de gestion. Et aujourd'hui, on est ensemble donc pour le deuxième exercice de ce webinaire, où c'est donc aux deux CARSAT, Aquitaine et Centre-Ouest, de présenter l'ensemble du dispositif du maintien dans l'emploi et de la prévention de la désinsertion professionnelle à vous, structure publique de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, bien évidemment, vous allez pouvoir poser des questions tout au long de ce webinaire et je passe la parole à ma collègue, ma chef de projet, Madame Manine, pour vous expliquer l'ensemble de la plateforme. Bon webinaire. Donc, maintenant que le contexte est posé, donc je suis Evelyne Manine, chargée de mission, chef de projet à la coordination du PRITH. Et ce que je vous propose, c'est de voir faire un petit point technique par rapport à l'utilisation de ce webinaire. Donc, en haut, à droite de l'écran, vous avez une petite flèche qui vous permet d'ouvrir un panneau latéral. Et je vois que certaines personnes ont déjà utilisé le chat. Donc, ce que je vous propose, c'est d'utiliser le chat pour pouvoir, comme vous l'avez déjà fait, vous dire bonjour et puis poser des questions, on va dire, techniques, et d'utiliser l'onglet questions plutôt pour des questions qui vont concerner les intervenants. Comme ça nous permettra de distinguer les questions qui sont d'ordre technique et puis les questions qui sont vraiment adressées aux intervenants. Vous avez aussi la possibilité sur cet onglet questions de voter pour une question, ce qui nous permettra aussi de voir quelles sont les questions qui sont les plus populaires et de fixer un ordre de priorité. Vous avez aussi un onglet sondage qui tout au long de ce webinaire va nous permettre un petit peu de collecter vos avis. Alors, je vais lancer un premier sondage. Ou peut-être Virginie, vas-tu lancer un premier sondage? Voilà, concernant votre département d'origine. On ne va pas le commenter tout de suite, mais vous pourrez voir tout de suite à l'écran voilà, quelles sont les réponses et d'où viennent les personnes qui participent à ce webinaire. Et il y aura aussi quelques quiz
avant ou après les interventions des personnes de la CARSAT. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce webinaire est enregistré, qu'il sera donc disponible en replay tout de suite après la fin de l'enregistrement, et que donc vous pourrez tout à fait le télécharger et le revoir tant que vous le voulez, ou même les personnes qui n'auraient pas pu participer pour une raison ou une autre pourraient le revoir en différé. Voilà. Donc, voilà un petit peu pour les questions techniques. Je crois qu'on a perdu Madame Thomas. En effet. Je crois qu'on a perdu Madame Thomas. Que se passe-t-il? Alors, c'est embêtant parce que c'était le premier intervenant. On peut peut-être, Virginie, tu peux essayer de l'appeler? Ce qu'on peut faire peut-être en attendant que Madame Thomas revienne, c'est peut-être proposer aux intervenants de la CARSAT Centre-Ouest de se présenter. Très bien. Alors, bonjour tout le monde. Je suis Emma Yalkanen. Je suis responsable du service social dans la Vienne, dans le département 86, à la CARSAT Centre-Ouest. Et bonjour tout le monde, donc Fabrice Cuot, responsable du service social pour le département de la Creuse et pour la CARSAT Centre-Ouest, et Emma et moi-même sommes référents PDP pour la CARSAT Centre-Ouest. Voilà. Alors, nous sommes toujours à la recherche de Madame Thomas. Je la vois dans les participants, mais je ne sais pas comment faire pour la faire monter sur scène. Ah. Excusez-nous pour ce problème technique, donc indépendant de notre volonté pour le coup. Participants. Donc, je pense qu'on ne peut pas commencer une autre partie sans Madame Thomas, hein. C'était vraiment ce qui était prévu. Donc peut-être pour les personnes qui sont arrivées un petit peu en retard, rappeler un petit peu le contexte. Donc il s'agit aujourd'hui de pouvoir présenter les services sociaux, on va dire, des deux CARSAT, CARSAT Aquitaine et CARSAT Centre-Ouest. De façon à pouvoir mieux accompagner les personnes qui travaillent dans la fonction publique et qui dépendent justement des régimes généraux de santé, notamment les personnes qui sont à contrat à temps partiel ou à contrat à durée déterminée. Ah, vraiment, c'est un gros problème technique que nous avons. Peut-être, Virginie, peux-tu nous donner des nouvelles? Non, je n'en ai pas. Apparemment, elle est déconnectée. Je n'ai pas de nouvelles de Madame Thomas. Je suis désolée. Je n'arrive pas à la refaire monter sur scène, toi non plus? Non plus. D'accord, très bien. Elle doit avoir un problème de connexion voilà, mais je vais démarrer, moi, si vous le souhaitez. Si oui. elle n'est pas là, je vais faire sa présentation. Alors, je serai peut-être un peu moins préparé qu'elle, mais voilà, on va tenter de faire quelque chose.
On y Oui, va, c'est merci. bien. Je te Ok. compléterai. Très bien, merci. Donc voilà, ce webinaire préparé donc en deux parties. On va vous faire une petite présentation du contexte institutionnel et puis ensuite, on parlera plus précisément des services sociaux CARSAT. Donc pour la première partie, est-ce qu'on peut, vous pouvez avancer les diapos s'il vous plaît, la 4. Donc le contexte donc institutionnel, donc la CARSAT en fait, donc avec trois grands domaines. En fait, qui est donc préparer, verser la retraite des assurés, donc une version plutôt financière, hein, de verser des pensions. Ensuite, une mission d'accompagner les retraités par une action sanitaire et sociale, donc ce qu'on appelle nous l'ASR en fait, et qui vient porter des aides auprès des assurés retraités. Ensuite, on a une mission d'accompagner les personnes en situation de fragilité, et là, pour le coup, c'est nos missions de service social, donc, et c'est une mission qui est relative à l'assurance maladie par l'activité de son service social. Et puis ensuite, enfin, on a développé et coordonné la prévention des risques pour toutes les entreprises dont les salariés relèvent du régime général. Donc là, c'est ce qu'on appelle, nous, l'assurance des risques professionnels. Hein, donc c'est réduire le nombre de la gravité des accidents de travail et des maladies professionnelles, et donc améliorer les conditions de travail des salariés. Peut-être un service que vous connaissez. Juste pour vous dire que en fait dans la CARSAT, la branche, en fait notre branche, donc accompagner les personnes en situation de fragilité, donc sont plutôt sous des directives de la CNAM et non de la CNAV, avec des financements de la CNAM. Ce qui parfois peut poser des soucis en termes de gestion et de compréhension. Voilà, on est assurance maladie, mais on est porté par la CNAV. En effet, je peux peut-être juste compléter avec quelques chiffres. Par exemple, pour le service social, donc 90% en moyenne annuellement, 90% des assurés que nous on accompagne relèvent en fait clairement, c'est des personnes en activité encore, pas du tout des retraités. Donc à peu près 10% sont des retraités, des assurés qu'on accompagne, des assurés retraités. Donc voilà, clairement, on intervient majoritairement pour les personnes qui sont encore dans la vie active, même si on dépend de la CARSAT. Merci Emma pour ces précisions. Donc ensuite, le service social de la CARSAT. Donc, nous sommes un service expert et spécialisé en santé. Hein, nos missions tournent autour de la santé. Voilà, nous assurons pas les missions qui tourneraient autour du logement ou de la famille. Hein. On est vraiment très axé sur la santé. Et puis, nous avons donc trois grands axes d'intervention. Un premier axe qui est donc sécuriser les parcours en santé, hein, c'est tout ce qui tourne autour du droit et de l'accès aux soins. Un deuxième axe qu'on développera qui est l'axe de prévention de la désinsertion professionnelle. Un troisième axe qui est donc stabiliser le retour à domicile, donc en général après hospitalisation. Et un quatrième axe qui est donc agir pour le bien vieillir. Et là, comme disait Emma, c'est un axe où on va intervenir sur les 10% de notre public qui est retraité. Voilà, on va développer un peu ces axes. Donc, l'axe sécuriser les parcours en santé. Donc, on a deux niveaux en fait aujourd'hui qui accompagnent les personnes jusqu'à la réalisation des soins et si possible le retour à un parcours de soins souhaitable dont l'acteur central est le médecin traitant. Donc aujourd'hui en fait tout ce qui tourne autour du droit et de l'accès aux soins, eh bien c'est plutôt la CEPAM qui gère ces problématiques et nous en général on vient en second niveau si l'assuré donc autour de ces problématiques de droit et de santé eh bien a besoin d'un accompagnement social puisqu'il y aurait dans son entourage d'autres problématiques qui viendraient se greffer à ces problèmes de droit et d'accès. Donc en niveau 2, donc, on a les orientations du service social des assurés qui présentent des freins psychosociaux et ou une situation sociale complexe qui nous seraient éventuellement signalés par les services de la CEPAM en niveau 1. Et puis les orientations au service social pour les services de l'assurance maladie des assurés atteints de pathologies lourdes. Donc là, idem, qui nous
sont en général signalés par les services de la CEPAM, mais parfois des partenaires extérieurs. Voilà pour cet axe sécurisé des parcours en santé. Donc, le second qui est, alors l'axe de la PDP, on le développera plus tard. Donc, l'axe stabiliser le retour à domicile. Le public cible, donc ce sont des assurés sociaux donc qui sont ou leur ayant droit, et quel que soit leur âge, hein, comme disait Emma tout à l'heure, retraités ou non retraités, en situation de fragilité quand ils sortent de l'hôpital et qui sont signalés par les établissements de santé, en général par les services sociaux des hôpitaux. L'objectif, donc bien sûr, c'est d'accompagner le retour et le maintien à domicile de ces personnes, de prévenir bien entendu les risques de réhospitalisation évitables liés à des difficultés sociales ou psychosociales, et puis un rôle aussi de coordination médico-sociale autour de ces assurés. Voilà un peu rapidement nos missions autour de l'axe stabiliser le retour à domicile. Ensuite, on a l'axe agir pour le bien vieillir. Donc là, essentiellement, accompagner les personnes qui sont en situation de fragilité au moment du passage à la retraite, avec un public cible qui aujourd'hui nous vient des centres d'examen de santé pour des assurés donc en fragilité sociale, ou les retraités au moment de l'attribution de l'ASPA, qui est l'ex-minimum vieillesse. L'objectif, bien évidemment, c'est d'éviter les situations de rupture et de nos recours aux droits et aux soins, toujours en lien aussi avec notre partenaire essentiel qui est la CEPAM, informer sur les droits sociaux qui évoluent avec ce changement de situation et sensibiliser donc sur la préservation de leur capital santé autour de nos partenaires, autour des ateliers comme des ateliers diététiques, des ateliers mobilité, des choses comme ça. Je suis désolé, je suis un peu rapide, mais c'est pas les diapos que j'ai préparés. C'était à Madame Thomas qui devait donc présenter ces diapos. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Cette partie, de toute façon, souhaitez aller rapidement parce qu'on va faire vraiment le focus sur la PDP. Oui. Donc, ça, c'était juste pour vous donner le contexte sur nos autres missions. Peut-être des nouvelles de Madame Thomas? Oui, tout à fait. Je viens d'avoir un message. Il y a une coupure d'électricité générale à la CARSAT Aquitaine. Pas de chance. Je vais prendre la parole. On va penser que ce n'est pas un signe et le webinaire va bien se passer. Voilà. Bien sûr. Merci beaucoup pour avoir pris le relais de cette présentation institutionnelle. J'en profite juste pour que vous reprécisiez bien les deux antennes de la CARSAT en nouvelle. Oui, pardon, oui, c'est vrai. Tout à fait. Oui, donc, là, il y a la CARSAT Centre-Ouest et la CARSAT Aquitaine qui forment la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, nous, avec Fabrice, notre siège de la CARSAT Centre-Ouest est à Limoges. Donc, ça, c'est les deux ex-régions Poitou-Charentes et le Limousin. Et ensuite, il y a la CARSAT Aquitaine qui regroupe les autres départements de l'Aquitaine, en fait. Il y a aussi une première question, si vous souhaitez y répondre. Les missions stabiliser le retour à domicile ne sont-elles pas les mêmes que les PTA ou les CLIC? Comment les acteurs se coordonnent-ils? Alors, je dois dire que là, je ne comprends pas tout. Alors, pas tout à fait. Nous, on va plutôt accompagner les personnes autour des problématiques sociales, alors que la PTA va plutôt intervenir sur des problématiques autour de la santé, notamment de coordination, me semble-t-il, des soins. Alors, oui. Effectivement, il y a effectivement quelques missions qui se percutent un peu, et notamment avec le dispositif, nouveau positif de la CEPAM qui s'appelle le Prado. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais c'est en cours de régulation. Oui, et que les PTA, par exemple, interviennent surtout pour les situations très complexes au niveau de la santé. Et si on parle, par exemple, des retraités, le service social des CARSAT intervient uniquement pour les personnes qui relèvent des GIR 5 et 6, donc les personnes qui sont les plus autonomes, potentiellement parfois avec le GIR 4.
pense que vous connaissez les GIR, donc qui vont de 1 à 6. De 1 à 4, ça relève du conseil départemental et c'est les situations les plus complexes, les moins autonomes, les personnes les moins autonomes. Et donc, nous, on intervient uniquement pour les GIR des personnes qui sont les plus autonomes et que donc les PTA, là, voilà, parfois, il y a de la coordination et de l'articulation qui se fait entre le service social de la CARSAT pour les retraités qui intervient pour les GIR 5, 6, potentiellement 4 s'il y a un pronostic de récupération. Et sinon, PTA, voilà, gère plutôt le maintien à domicile des personnes moins autonomes. Fabrice, PTA, est-ce que vous pouvez expliciter? Plateforme territoriale d'appui. Oui. Tout à fait. Et CLIC, donc, les centres locaux. Alors là, je ne sais plus. Les CLIC n'existent plus chez nous. D'accord. Ok, c'est une bonne information. Ex-CLIC. D'accord. Alors, vous avez vu sur l'onglet questions, vous pouvez poser des questions et vous pouvez également voter sur la petite flèche à droite pour mettre en lumière certaines questions qu'on peut donc afficher à l'écran et bien évidemment avoir la réponse des intervenants. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur cet onglet-là. Bon, on va poursuivre donc sur l'axe prévenir donc la désinsertion professionnelle et donc la parole est à Madame Jalkanen. Très bien, merci beaucoup. Je pense que vous m'entendez bien. Donc, je vais prendre le relais. Donc, le quatrième axe que nous avons dans nos missions, quatrième axe d'intervention, ça s'appelle prévenir la désinsertion professionnelle et c'est un axe majeur pour nous, aussi bien par rapport à l'enjeu pour l'assurance maladie que ça représente et aussi bien en termes de volume d'assurés que nous accompagnons. C'est vraiment l'axe majoritaire dans nos accompagnements. C'est une offre de service de l'assurance maladie qui permet de détecter et d'accompagner les assurés en arrêt de travail qui présentent en fait un risque de non-retour à l'emploi. Donc, c'est ça qui est vraiment essentiel. Et qu'est-ce que ça veut dire si je dis que c'est une offre de service de l'assurance maladie? Ça veut dire qu'il y a l'ensemble des services de la CEPAM, comme un peu tout à l'heure, comme Fabrice l'a expliqué pour d'autres missions, il y a l'ensemble des services de la CEPAM qui participent à cette détection de ces situations en risque et qui les orientent vers le service social si la situation et si l'assuré le souhaite, si la situation nécessite un accompagnement psychosocial. Le maillage institutionnel est donc très, très fort. J'y reviendrai un peu plus tard pour expliquer concrètement comment l'assurance maladie repère en fait toutes ces situations à risque, parce qu'il y a plusieurs canaux possibles. Voilà. Quel est l'objectif de la PDP? L'objectif, c'est de favoriser un retour à l'emploi dans les meilleures conditions possibles. Et c'est bien beau et on bosse à fond pour que ça soit possible pour toutes les personnes que nous accompagnons. Alors, soit dans l'entreprise initiale, au poste de travail initial, avec potentiellement des aménagements, si c'est préconisé par la médecine du travail, soit parfois dans l'entreprise initiale, mais sur un autre poste de travail parce qu'il va s'avérer qu'en fait, le poste de travail d'origine n'est plus possible vu les problèmes de santé. Soit parfois, on passe par une reconversion professionnelle et parfois, on accompagne même des personnes vers la création d'une entreprise. Et alors, cette offre de service est destinée pour qui? Elle est destinée pour tous les assurés en arrêt de travail, peu importe si c'est pour maladie, invalidité, accident de travail ou de trajet, ou pour la maladie professionnelle. C'est pour tous les assurés du régime général qui présentent un risque de non-retour à l'emploi, donc qui ont un risque d'inaptitude à l'issue de l'arrêt. Et juste pour rappel, je pense que vous le connaissez très, très bien, mais juste pour rappel, tous les travailleurs indépendants ont été intégrés au régime général depuis le 1er janvier 2020. Donc, le RSI n'existe plus. Ça, je ne vous apprends rien, je pense. Ensuite, on passe sur le slide d'après, s'il n'y a pas de questions spécifiques pour... Voilà. Oui. Une petite précision juste concernant les clics qui existent toujours dans la Vienne et qui s'appellent les VAC.
Donc, Oui, les clics existent dans dans les deux Sèvres, tout à fait. Voilà. Et ça, ici, ça s'appelle maintenant VAC. Voilà. Oui, tout à fait. Merci pour la précision. Ensuite, je vais faire un petit focus sur les différents médecins parce qu'il y a parfois, dans leur rôle, il y a parfois quelques confusions et que sans ces trois médecins que vous voyez sur le slide, donc le médecin traitant, le médecin conseil de l'assurance maladie et le médecin du travail, il n'y aurait pas de bon accompagnement de l'assuré pendant son arrêt maladie. Ces trois médecins sont indispensables aussi bien pour l'assuré que pour le service social qui l'accompagne. Donc, la coordination entre ces trois médecins est super important. Et aussi, donc, bien sûr, leurs avis médicaux, sans lesquels on ne peut pas avancer dans le projet de l'assuré. Et parfois, en plus de ces trois médecins, il y a aussi des médecins spécialistes qui sont dans l'affaire. Donc, l'assuré peut être vite perdu sans être accompagné. Donc, le médecin traitant, quel est son rôle? C'est le référent privilégié du parcours de soins de l'assuré. Souvent, c'est en effet la première, c'est souvent le premier médecin en fait qui peut évaluer les conséquences de la maladie sur l'avenir professionnel de la personne. Et sans son avis, on ne fait pas grand-chose pendant l'arrêt maladie. Fabrice va détailler ça un peu plus tard. Médecin traitant, c'est lui qui prescrit l'arrêt maladie. Et donc, d'une manière, on peut dire qu'il peut mettre la personne à l'abri en arrêt maladie pour éviter que la situation, l'état de santé s'empire. Ensuite, il y a bien sûr le médecin conseil de la sécurité sociale qui dépend donc du service médical de la sécurité sociale. Lui, il se prononce sur la capacité générale de l'assuré à occuper un emploi. Et vous voyez, le 1, c'est en majuscule, donc là, c'est vraiment important. Ce n'est pas une erreur de frappe. Donc, un emploi, donc pas un emploi, pas l'emploi occupé par la personne, mais un emploi quelconque. Donc, lui, le médecin conseil, se prononce là-dessus. Et c'est super important. Et justement, le service social, dans son accompagnement de l'assuré, a un rôle primordial pour expliquer à la personne qui fait quoi. Parce qu'on est vite perdu entre ces médecins, le rôle, entre autres. Et donc, lui, le médecin conseil, il se statue également sur la justification médicale d'un arrêt de travail. Donc, lui, il peut justifier un arrêt de travail, donc le prolonger, ou il peut aussi prononcer une reprise d'activité professionnelle et mettre fin aux IJ. Voilà, ça c'est dans ses missions. Et le troisième médecin sans qui on ne peut pas travailler, on ne peut pas accompagner les personnes en arrêt, c'est le médecin du travail, bien évidemment. Dans ce rôle, il y a le suivi individuel périodique de l'état de santé des salariés. Et l'objectif de ce suivi, c'est de vérifier que l'état de santé de l'assuré est compatible avec son poste de travail. Et justement, lui, il se prononce par rapport à ce poste de travail. Il prononce, voilà, est-ce que l'assuré est capable de continuer sur ce poste de travail ou est-ce qu'il faudrait aménager des choses? Voilà. Et ce sont vraiment l'avis de la médecine du travail est essentiel pour le service social pour qu'on puisse accompagner la personne au mieux et pour qu'on puisse éventuellement, par exemple, il y a l'avis d'inaptitude qui est prononcé par la médecine du travail, pour qu'on puisse engager des réflexions sur des nouvelles pistes professionnelles. Voilà, c'est l'élément qui déclenche cette réflexion-là ou en tout cas qui permet aller plus loin, éventuellement pour concrétiser des actions. Ensuite, on passe au slide suivant. Alors, je fais un petit focus, un zoom également sur la visite de pré-reprise parce que c'est essentiel, vraiment essentiel dans l'accompagnement de l'assuré qui est en arrêt. Donc, pendant l'arrêt de travail, l'assuré, son médecin traitant ou le médecin conseil, avec l'accord bien sûr de l'assuré, peut demander une visite de pré-reprise. Et pourquoi c'est aussi important que ça? C'est super important d'effectuer cette visite suffisamment précocement
en fait, pour éviter qu'on constate le jour de la reprise ou juste avant le jour de la reprise, qu'en fait, les capacités physiques ne sont plus compatibles avec le poste de travail occupé. Donc, l'état de santé ne permet plus d'assumer les tâches voilà, que les personnes occupaient avant son arrêt. Donc, durant la visite de pré-reprise, le médecin du travail peut préconiser des mesures, par exemple, pour adapter le poste de travail, pour aménager les horaires, pour aménager le temps de travail, par exemple. Il peut aussi proposer ou préconiser des formations professionnelles qui pourraient faciliter que l'assuré puisse être reclassé au sein de son entreprise. Ça dépend bien sûr toujours de la taille et de la diversité des tâches dans l'entreprise. Ou parfois, ça peut permettre une formation professionnelle pendant l'arrêt de travail, ça peut permettre une réorientation professionnelle. Voilà. Il y a quelques questions. Si, oui. À moins que vous souhaitiez continuer. Non, sauf l'opposition du salarié, voilà, on informe l'employeur et le médecin conseil de la Sécu, mais voilà, on ne fait rien sans l'accord de la personne. Voilà. Oui, parce que c'est des questions quand même importantes. La première, comment les assurés peuvent-ils vous solliciter? Peut-être oui, répondre. Okay. Je pense, en fait, c'est le slide d'après. On est vraiment dans le concret pour expliquer comment on peut nous joindre. Donc, j'y répondrai tout à l'heure. Et ensuite, il y a la question des fonctionnaires IRCANTEC qui sont en congé maladie supérieur à 6 mois. Et le fait que c'est plutôt pour après, peut-être. C'est plutôt la question de l'avis de deux médecins, en fait, à la fois le médecin conseil et ce que je comprends, le médecin de prévention. Alors là, il faudrait qu'on pose la question au service médical. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut proposer que sur cette question-là, on enverra aux participants une réponse plus tard? Bien sûr. Oui, tout à fait, parce que les enjeux, oui. Ce qu'on a oublié de préciser, c'est que bien évidemment, peut-être on n'aura pas la possibilité de répondre à toutes vos questions en direct. Et déjà, il y a la possibilité de revenir vers l'ensemble des participants pour élaborer des réponses un petit peu plus complètes, peut-être avoir besoin de sources d'informations complémentaires. Et surtout, s'il y a beaucoup de questions, on pourra transmettre un question-réponse écrit à l'ensemble des participants qui sera co-travaillé donc bien sûr avec les intervenants, voilà, pour apporter des précisions vraiment sur les questions qui ont été posées. Oui, sachant que les deux dernières questions sont fortement publicitées puisque on a 6 personnes qui souhaitent avoir une réponse pour l'une et 5 et 6 pour l'autre. Voilà. Oui, comme je disais tout à l'heure. Peut-être l'autre aussi. Pardon. Juste comme je disais tout à l'heure, l'articulation et la coordination entre les différents médecins est ultra important et ça passe pas du tout par le service social. Les médecins se mettent en contact et il y a de la coordination et de l'échange sur la situation. On sait que ça se fait très régulièrement, mais on n'est pas les mieux placés pour dire exactement voilà comment ça se passe. Très bien, merci. On va pouvoir poursuivre. Très bien. Donc là, on passe dans le concret pour répondre à certaines questions justement qui ont été présentées, qui ont été posées tout à l'heure. Alors, la PDP en pratique, comment ça fonctionne en pratique? Donc, si l'assuré est en arrêt de travail, donc il y a, comme je disais au début de ma partie de présentation, il y a plusieurs canaux possibles pour que l'assurance maladie ensemble détecte les situations à risque. L'un des canaux, c'est le médecin conseil qui détecte lors de ses contrôles toute difficulté à la reprise d'activité professionnelle. Et donc, le médecin conseil, à ce moment-là, fait une orientation vers la médecine du travail. Et également, si l'assuré le souhaite, et si c'est pertinent par rapport à sa situation, il fait une orientation vers le service social pour un accompagnement socio-professionnel. Et nous, on a en place une fiche de liaison justement entre le service médical, donc avec le médecin conseil, et le service social pour faciliter les échanges et les signalements.
Ensuite, un autre canal, c'est qu'il y a des requêtes systématiques, en tout cas aujourd'hui. On ne connaît pas encore précisément les évolutions. Aujourd'hui, tous les mois, chaque service social de France, chaque service social de la CARSAT partout en France reçoit des requêtes pour les personnes qui sont en arrêt maladie depuis 60 jours ou plus. Donc, au bout de 2 mois, il y a des requêtes qui sont directement injectées de la part de la CEPAM dans les systèmes d'info du service social de la CARSAT. Pour vous donner juste un ordre d'idée sur les volumes que ça peut représenter, vous savez, donc moi je suis responsable dans le département de la Vienne, ce n'est pas un département ultra peuplé, mais malgré tout, ici, ça représente entre 350 et 450 personnes par mois, qui sont donc en arrêt maladie depuis 60 jours ou plus. Et donc, c'est une offre de service sortante que le service social fait. On est dans la proactivité. En fait, on envoie un courrier à toutes ces personnes. Soit il y a plusieurs modalités possibles, soit on peut proposer un rendez-vous individuel, mais vu les volumes, tout le monde ne peut pas bénéficier de rendez-vous individuel directement, soit avant la période de la pandémie, on organisait également des réunions d'information collective pour ces personnes, ou soit on envoie un courrier de mise à disposition, donc un courrier qui dit juste clairement, qui explique, synthétiquement notre rôle, notre mission, et qui dit aux assurés, on est à votre disposition si vous avez besoin de nous dans le cadre de cette mission. Et les personnes peuvent ensuite nous contacter, il y a notre ligne directe. Voilà. Ensuite, il y a aussi bien sûr l'ensemble du service CEPAM, donc les plateformes téléphoniques de la CEPAM, le service justement de renoncement qui lutte contre le renoncement aux soins dont Fabrice a parlé tout à l'heure, le service IJ, l'accueil physique de la CEPAM, tous les services de la CEPAM peuvent détecter ces situations et les orientent vers le service social. Voilà. Et ensuite, l'assuré lui-même aussi, s'il sait qu'on existe, on n'est pas très connu, s'il sait qu'on existe ou s'il se dit que la sécurité sociale doit pouvoir quand même m'accompagner et m'aider dans cette situation difficile que je rencontre, il peut solliciter lui-même, il peut contacter 3646, la plateforme de la CEPAM, il demande le service social et il est orienté vers notre service et il est rappelé sous 48 heures par notre service. Voilà. Et concrètement, donc l'assuré peut bénéficier de différents dispositifs pour préparer son retour à l'emploi et nous, on l'accompagne tout au long de ce parcours. Donc, nous, on est le service, en fait, dans notre spécialisation santé, on est le service, on peut dire, générique parce que nous, dès que la personne est en arrêt maladie, il peut nous contacter, on est à sa disposition pour l'accompagner aussi longtemps que besoin, pendant son arrêt. On n'a pas d'autres critères, on peut dire. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à cette partie-là ou est-ce qu'on passe au slide suivant. Alors, il y a quelques questions, effectivement. Donc, l'idée peut-être dans le cadre toujours du dialogue entre les médecins, serait-il possible d'échanger les coordonnées des médecins de prévention et des médecins conseils? Ça, c'est une question qu'il faut poser au service médical. Ça ne relève pas, Fabrice, je ne sais pas ce que toi tu en penses, mais ça ne relève pas tellement de notre… on n'est pas légitime. Oui, et du coup, ça m'interroge hein, si tes confrères ne s'appellent pas. Enfin, voilà. Quand même, ça m'interroge un peu. Mais on peut poser la question au service médical s'ils ont connaissance des coordonnées de leurs confrères sur les médecins de prévention. Mais on peut poser la question. Tout à fait. En tout cas, ça invite peut-être à faire un autre webinaire avec ces médecins aussi, peut-être de médecins conseils, de façon à ce qu'on puisse aller plus loin dans cette réflexion. Il y a une autre question aussi concernant les personnes qui sont en arrêt de travail ou maladie professionnelle, pour savoir si tout ce que vous venez de dire les concerne bien, effectivement. Tout à fait, tout à fait. Ça rentre pleinement aussi dans notre cible. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut poursuivre. OK.
On y va. J'en profite pour Alors, le slide suivant, s'il vous plaît. Emma, excusez-moi, j'en profite pour faire un tout petit point sondage que j'ai partagé en parallèle pendant votre intervention concernant, donc si vous allez dans l'onglet sondage au niveau déjà de d'où vous venez, donc tous, donc il y a une surreprésentation du 33 et ensuite du 79 et après c'est à peu près hétérogène sur l'ensemble des autres départements et quelques-uns ne sont pas représentés comme le 23 ou le 64. Donc ça, c'est un petit point territorial. Et ensuite, sur la question, le service social est spécialisé en accès aux soins, en accompagnement des personnes âgées ou en santé. Donc, il est répondu santé à 73% et accès aux soins à 20% et 7% pour accompagnement des personnes âgées. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour sur cette question-là? Fabrice, j'y vais? Oui. Alors oui, en effet, on est spécialisé, vraiment officiellement, on est spécialisé, le service social spécialisé en santé. On peut dire que dès qu'on a un problème de santé et qu'on relève du régime général, c'est nous. Par contre, bien évidemment qu'on accompagne aussi les personnes âgées et on peut aussi permettre l'accès aux soins. Mais depuis donc, quelques années, 2 ou 3 ans, ou Fabrice, tu me reprends, depuis quand le service dédié pour lutter contre le renoncement aux soins existe? En fait, depuis quelques années maintenant, il y a un service dédié à ça. Donc, ce n'est plus vraiment une mission telle quelle. 2018, généralisé en 2018. 2018, ok, merci. Ok. Je ne sais pas s'il y a un bug technique. Mais de l'accès aux soins, bien sûr qu'à travers des accompagnements que nous, on fait, on œuvre pour, mais ce n'est pas notre mission spécifique. Oui, ben je pense qu'on peut peut-être poursuivre. Très bien. Je veux bien le slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. OK. Merci beaucoup. Alors, quelques mots sur le rôle de l'accompagnement du service social, du rôle de l'accompagnement du service social. Donc, l'objectif est de prévenir le risque de désinsertion professionnelle en intervenant aussitôt que possible et en prenant en compte, bien sûr, l'état de santé de l'assuré, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas avancer, dans lesquelles nous, on ne peut pas avancer avec l'assuré avant que l'état de santé soit suffisamment stabilisé ou consolidé. Et ensuite, il faut aussi prendre en compte la temporalité dont l'assuré a besoin pour, par exemple, accepter son état de santé, accepter son handicap, pour pouvoir faire, par exemple, le deuil de son ancien métier, etc. La PDP, donc ça répond à l'alternative suivante, soit, là c'est un peu de jeu de mots à la Sécu, mais le maintien dans l'emploi. Donc, dans l'emploi qui est défini par toute action qui vise à aider les assurés à se maintenir dans leur poste, leur emploi ou leur entreprise, ou sinon le maintien en emploi qui est défini par toute action à aider les assurés à retrouver les conditions nécessaires à la reprise d'une activité professionnelle. Donc là, on sort de l'entreprise initiale. Et pourquoi il faut que nous, on intervienne précocement, donc aussitôt que possible? Les assurés peuvent être confrontés en effet à des multiples problèmes durant l'arrêt maladie. Il n'y a pas que le problème de santé. Je pense que vous êtes très, très bien placé pour connaître ces situations-là. Il n'y a pas que l'arrêt maladie, les problèmes de santé qui posent souci. Il peut y avoir, suite à ça, des difficultés financières. Ça peut avoir l'arrêt maladie et les difficultés financières peuvent avoir ensuite des répercussions potentiellement sur la famille, des difficultés sociales, etc. Donc, il faut qu'on essaye d'intervenir aussi vite que possible pour empêcher que la situation dans sa globalité s'empire. Nous, on sait, on a fait des études, bien évidemment, la Sécu a fait, et statistiquement, on sait que si l'arrêt maladie dure plus de 6 mois,
il y a une chance sur 2 que la personne puisse reprendre une activité. Donc, en fait, vous vous rendez compte, au bout de 6 mois, on n'a plus qu'une chance sur 2. Et si l'arrêt maladie dure plus d'1 an, il n'y a plus qu'une chance sur 4 de reprendre un travail quelconque. Donc, voilà. Nous, on a un rôle très, très important dans cette mission PDP, mais nous, on n'œuvre pas seul. On n'est rien sans les partenaires internes et externes. Et pour les personnes qui peuvent relever d'une manière de vous et de nous, voilà, il faut travailler ensemble. Et ça, je pense que sur le terrain, on le fait quand même bien. Alors, il y a quand même vraiment cette volonté de la part des participants de travailler ensemble, puisque on nous demande d'avoir les coordonnées de chaque service social. Oui, je crois qu'on les a prévus à la fin de notre intervention. Parfait. Il y a encore une autre question. Est-ce qu'il y a un formulaire spécifique pour solliciter la PDP? Oui, on va y venir en fait. On y est là. On y est, on y est. C'est sur les diapos suivantes. Oui. Parfait. Oui, très bientôt. Donc, on poursuit. Ok, on poursuit. Idem pour la coordination avec les services sociaux. Ouais. Alors, le slide suivant, s'il vous plaît. Après, je laisse la parole à Fabrice qui va justement aller encore plus en détail. L'accompagnement psychosocial des assurés. Il s'agit donc de notre part d'un accompagnement psychosocial. On prend en compte la situation de l'assuré dans sa globalité. On prend en compte les sphères familiales, sociales, financières et professionnelles, bien évidemment. Assistante sociale, c'est juste un petit focus, même si je pense que vous connaissez bien. Assistante sociale ne fait pas les démarches à la place de l'assuré, mais avec l'assuré, parce qu'on vise dans notre accompagnement l'autonomie de l'assuré, pour que l'assuré puisse prendre en main sa situation. Peu importe de quoi on parle, là on parle surtout du retour à l'emploi, mais voilà, pour que l'assuré soit acteur de sa situation. L'accompagnement peut avoir une durée très, très variable. Parfois, il y a des assurés que les assistantes sociales de nos services voient une seule fois et ça s'arrête à ça. Par contre, on peut les accompagner pendant tout leur arrêt maladie, donc pendant 3 ans, si besoin. C'est plutôt rare, mais ça existe. On n'a pas de limite dans la durée de nos accompagnements, tant qu'il y a un arrêt maladie. Le rôle de l'accompagnement psychosocial, c'est d'aider à l'assuré à se projeter sur son avenir professionnel par rapport à son état de santé. Comme je disais tout à l'heure, il faut l'aider ou on l'aide parfois à accepter ce qui s'est passé, le problème de santé qui est survenu. La RQTH, c'est pas évident non plus forcément comme démarche. Faire le deuil de l'ancien métier, réussir à rebondir suite à, par exemple, un burn-out ou autre, avoir confiance en soi. Bon, voilà. On essaie de l'aider à bien comprendre les enjeux de sa situation. On essaie de lui expliquer et l'informer qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire durant l'arrêt maladie quand l'état de santé le permet, qu'on peut anticiper les choses, qu'on n'a pas besoin d'attendre la fin de l'arrêt maladie. Voilà, et qu'il n'est pas seul, on ne le laisse pas seul dans cette situation qui peut être douloureuse. Et on l'oriente parmi une multitude d'interlocuteurs que vous connaissez aussi très, très bien. Voilà, il y a la MDPH, Cap Emploi, tous les différents médecins. Ensuite, il y a les dispositifs, le CPF. Ensuite, il y a l'association de transition professionnelle. Tellement de choses que l'assuré, s'il vit ça seul, il est vite perdu. Donc, voilà, on l'accompagne dans tout ça. Je passe la parole à Fabrice, sauf s'il y a des questions là-dessus. Je crois que on va surtout pas de questions. On va faire quelques sondages, surtout en fin de... maintenant, on va vous afficher donc plusieurs sondages, si j'y arrive. Donc, celui-ci. Voilà. Donc, un sondage vient d'être publié sur votre onglet.
Est-ce que vous le voyez? Oui, ça commence à répondre. Donc, sur le dispositif de la prévention de la désinsertion professionnelle qui permet de détecter les assurés n'ayant pas de médecin traitant mais qui auraient des soins à réaliser, détecter et d'accompagner les assurés en arrêt de travail ou détecter les assurés en invalidité afin de leur permettre une reprise d'activité. Donc, c'est en train de voter majoritairement sur la deuxième option. Donc, détecter et accompagner les assurés en arrêt de travail. Emma, est-ce que vous pouvez réagir sur cette question-là? Si c'est sur la deuxième option que ça répond oui, c'est la bonne réponse, en effet. C'est l'objectif principal de ce dispositif PDP de l'assurance maladie. Parfait, merci. Je vais essayer d'afficher un nouveau sondage sur la PDP. Alors, pendant que vous cherchez, oui, je peux compléter. Je ne sais pas s'il y avait des réponses pour la première ou la troisième réponse. Est-ce qu'il y avait des réponses dans ces deux? Un petit peu pour la troisième. Ok, d'accord. Pour le troisième, oui. Donc non, il n'existe pas de détection telle quelle pour les personnes qui sont en invalidité. C'est l'arrêt maladie qui peut en effet cibler les personnes qui auraient besoin d'être accompagnées par nous. Donc, votre intervention arrive bien évidemment suite à l'arrêt de travail. Et un point important, et vous l'avez expliqué, la formation est possible, le suivi d'une formation est possible pendant l'arrêt de travail, que ça soit à l'intérieur de l'entreprise ou en vue d'une reconversion professionnelle hors de l'entreprise. Tout à fait. Les indemnités journaliers sont maintenues. Oui, on y revient, oui. Ouais, ça, les IJ sont maintenus durant tout l'arrêt. Voilà, même si l'assuré s'engageait dans des actions, mais toujours avec une validation de la Sécu, mais Fabrice va l'expliquer tout à l'heure. Très bien. Eh bien, on va passer la parole à Fabrice sur cette dernière partie d'intervention. C'est à vous. Merci. Voilà, pour coordonner la PDP sur les services de l'assurance maladie, on a la cellule locale PDP de l'assurance maladie, donc qui est une cellule typique assurance maladie. Et donc, elle permet de coordonner 3 acteurs, donc les services administratifs de la CEPAM, nous-mêmes, services sociaux, et le service médical. Il a pour objet donc d'étudier les demandes de formation ou d'action de remobilisation pendant l'arrêt de travail, ainsi que les situations complexes. Alors, dans certains départements, surtout en centre-ouest, il y a aussi des cellules qui sont élargies, et notamment avec les OPS, ex-Cap Emploi ou SAMET, élargies parfois aussi à d'autres acteurs, dont certains d'entre vous. Je pense un peu à la Creuse, puisque c'est un peu le cas. On a des cellules interinstitutionnelles, on se voit tous les 1 mois et demi et on vient échanger sur certaines situations, et puis un peu faire une veille autour des situations, et puis apprendre à se connaître. Bien entendu, donc je réponds un petit peu à la question là, comment peuvent se coordonner les services sociaux de la CARSAT et les services santé et sécurité au travail. Des CDG, eh bien, c'est un lieu qui permet dans certains départements ces échanges-là, mais je ne sais pas si ça existe partout. Dans certains départements de la CARSAT Centre-Ouest, ça existe, et pour l'Aquitaine, je ne pourrais pas vous répondre. Donc, pour la cellule locale PDP de l'assurance maladie, typiquement de l'assurance maladie, donc voilà, c'est une cellule qui permet pour ces 3 acteurs de coordonner les demandes d'action de remobilisation et de traiter les situations complexes. Si on peut passer à la diapo suivante. Donc voilà comment elle fonctionne. Il y a d'abord donc l'assuré en arrêt de travail, qu'il soit en arrêt de travail classique ou accident de travail ou maladie professionnelle. Il est généralement accompagné
dans la plupart des cas, soit par nous, les services sociaux, ou alors par la médecine du travail, ou alors par les OPS, enfin, ou le Cap emploi. C'est là qu'il y a un formulaire, en fait, en tout cas pour la CARSAT Centre-Ouest. Il y a un formulaire qui ne peut pas être, l'assuré ne peut pas l'emplir seul, hein, il n'est pas à destination des assurés, mais à destination des partenaires. Et donc ce formulaire donc est à renseigner, et donc l'assuré renseigne en étant accompagné ce formulaire en faisant son projet, éventuellement en recherchant les sortes de formations s'il y a une formation, ou les actions de remobilisation. Il recherche aussi les financements éventuels. Et puis, il sollicite bien entendu l'accord de son médecin traitant. Donc, une fois que ce formulaire est rempli, eh bien, il est destiné donc à la cellule de l'assurance maladie, la cellule PDP. En général, sur les formulaires, il y a les coordonnées hein, de cette cellule pour les CEPAM. Donc les trois acteurs, donc la CEPAM, le LSM et les services sociaux, donc sont destinataires de ce formulaire. La CEPAM de son côté donc va vérifier l'ouverture des droits EJ et les prescriptions qui sont en cours. Elle vérifie aussi la bonne complétude du formulaire, il faut qu'il soit complet pour être traité. Et puis elle centralise les documents éventuellement pour l'ensemble de la cellule. Le LSM de son côté donc va vérifier la durée prévisionnelle de l'arrêt, qui va permettre d'entreprendre et de terminer la formation. Alors là, quand même, il faut juste préciser qu'on est plutôt sur des formations courtes. Hein, et on ne peut pas faire courir un arrêt sur plusieurs années pour qu'une personne puisse partir en formation. Et puis, elle vérifie aussi la faisabilité de l'action vis-à-vis de son état de santé. De notre côté, nous, au service social, eh bien, on va recevoir l'assuré, on va étudier avec lui et confirmer le risque de désinsertion professionnelle. On va bien entendu évaluer la pertinence et l'adéquation de l'action de remobilisation au regard de sa situation, de la cohérence avec la durée de l'action. Et puis, on va aussi travailler sur l'engagement de l'assuré à suivre cette action. Si l'assuré donc coche, j'ai envie de dire, toutes les cases, eh bien, il sera autorisé à partir en action de remobilisation ou en formation durant son arrêt. Donc pour ces formulaires, eh bien, si vous souhaitez les avoir, il faut en général le demander, si vous ne l'avez pas, auprès des CEPAM qui l'ont tous, ou éventuellement nous, éventuellement on pourrait vous fournir ces formulaires. En général, je parle pour la Creuse, hein, tous nos partenaires le connaissent. On va un petit peu détailler. Ensuite, les possibilités en fait des actions de remobilisation et ou de formation. Il faudrait passer la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc pour nous, on parle de leviers de la remobilisation. Alors on les a un peu classés en ce qui nous concerne. On a les leviers de droit commun qui tournent plutôt autour de la formation. Et puis donc il y a des CPF, les bilans de compétences, voilà, ou le CEP éventuellement. Et puis il y a les leviers de l'assurance maladie qu'on va détailler après. Il y a les leviers autour de la situation de handicap. Alors là, je ne vais pas les détailler. Il faudrait vous orienter vers les services qui pourraient mieux vous expliquer ces leviers-là, et je pense à la MDPH et à la GFIP éventuellement. Et puis, il y a des leviers d'évaluation très précis qui, là aussi, vous pouvez aussi vous tourner vers la MDPH pour demander plus de précision sur ces leviers d'évaluation. Je ne vais pas les détailler parce qu'ils sont très nombreux. Voilà, cette liste est non exhaustive, hein, il peut peut-être y en avoir d'autres. Et en ce qui nous concerne, nous, l'assurance maladie, eh bien, les sujets qu'on maîtrise le mieux, bien sûr, ce sont les leviers de l'assurance maladie, dont je vais vous détailler par la suite. Pas de questions sur cette partie spécialement, donc on poursuit. Des centaines, mais un des leviers
qui est donc la reprise à temps partiel thérapeutique ou la reprise de travail léger. Alors la différence du temps partiel thérapeutique et du travail léger, c'est que le temps partiel thérapeutique est plus tourné vers les arrêts maladie, des arrêts de travail plutôt classiques, alors que la reprise de travail léger est plus tournée vers les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cela dit, c'est à peu près les mêmes modalités. Le temps partiel thérapeutique ou la reprise de travail léger, eh bien, c'est le salarié rémunéré par l'employeur pour la partie travaillée et par sa caisse d'assurance maladie sous forme d'IJ pour la partie qui est non travaillée. Il y a une obligation pour l'employeur d'adresser. Ah, je crois qu'on ne vous entend plus. Vous m'entendez? Oui, mais je crois qu'on n'entend plus, C'est monsieur à la Couot. caisse une attestation de salaire assurance maladie va en différentiel verser des temps partiel thérapeutique n'est pas soumis donc à la législation du droit du travail. Monsieur Kyo, vous avez été coupé. Il y a eu une coupure. On n'a pas du tout entendu là pendant 1 minute. Vous pouvez reprendre s'il vous plaît? Vous m'entendez? Ah, décidément. Monsieur Kyo, vous m'entendez? Madame Jalkanen, vous m'entendez? Je vous entends. Je vais appeler, je peux appeler. J'ai l'impression. Vous voulez que j'appelle Monsieur Kyo? Mais écoutez, d'un coup là, il est figé. Donc visiblement, il y a eu un souci de coupure chez lui également. Donc clairement, on est... c'est décidément, c'est improbable. Je vois qu'il y a quelques questions en même temps. Ah, des problèmes de connexion. La période de préparation au reclassement peut-elle être considérée comme un levier de remobilisation? Il y a cette question. Ah, il est parti du coup. Emma, vous pouvez répondre à cette question sur la période de préparation au reclassement qui peut être considérée comme un levier de remobilisation. Alors, je ne connais pas cette notion de période de reclassement. Est-ce que c'est un dispositif justement dans la fonction publique? Et oui, tout à fait. Elle nous avait été présentée par les professionnels du centre de gestion sur la PR, en fait, côté fonction publique. Et en effet, c'est une vraie question. C'est est-ce que pendant cette période-là, est-ce que la CARSAT peut, elle, intervenir pour présenter les outils de mobilisation que vous avez au niveau du dispositif? Quel est le statut? Quel est le statut de la personne qui est en période de reclassement? C'est une bonne question. Vous m'entendez là? C'est bon? Oui, mais on a récupéré Monsieur Kyo. Madame, vous pouvez préciser votre question sur le chat, s'il vous plaît, ou sur l'onglet questions. Ah, et j'ai une autre question. En attendant, pourriez-vous développer l'acronyme ELSM? Oui. Alors, c'est l'échelon local du service médical. En fait, les services médicaux sont rattachés à une direction régionale. Donc là, c'est dans ce cas-là DRSM, la direction régionale du service médical. Et les échelons locaux sont dans tous les départements. Donc, par exemple, dans mon département, il y a l'échelon local du service médical 86. Donc, l'ELSM, c'est le service médical de la Sécu. Très bien, merci. Donc, il y en a dans chacun des départements. C'est ça. Excusez-nous pour... on n'y a pas pensé que... On a notre jargon. Oui, bien sûr, mais comme partout. Alors, oui. On a récupéré Monsieur Kyo, mais du coup, il y a un petit élément complémentaire sur la question sur la PPR, donc qui est bien la période de préparation au reclassement donc dans la fonction publique. Donc l'agent public est rétabli en position d'activité selon Madame Gautrono, donc qui est intervenante sur notre première série de webinaires. Tout à fait. Donc la personne n'est pas en arrêt de travail. A priori, en effet. Fabrice, la question c'était est-ce que nous on peut mettre en place des actions pour quelqu'un qui est en période de préparation au reclassement, la PPR? S'il n'est pas en arrêt de travail, non.
Oui, je dirais pareil. Mais on va se renseigner, on vous apportera la réponse. Voilà, ça sera Oui, une plus réflexion, précisément, mais questions-réponses, qu'on fasse une réponse collective hein, sur ce point-là. Très bien, merci. Et merci pour toutes vos questions parce que c'est vraiment intéressant, ces questions qui sont entre deux, c'est-à-dire qu'on identifie bien par vos questions les choses qui sont peut-être à améliorer. Fabrice, Améliorer on et vous a clarifier. perdu. C'est bon, vous nous entendez? ouais, moi je vous entends, c'est bon, j'espère qu'on m'entend. Super. Oui, c'est bon, on vous entend. Donc, on va pouvoir reprendre. Alors, D'accord, donc je vais reprendre depuis là où ça s'arrêtait, c'est-à-dire donc sur le développement un petit peu du temps partiel thérapeutique et de la reprise de travail léger. Donc je disais tout à l'heure que le temps partiel thérapeutique en fait est plutôt destiné aux arrêts de travail classiques, alors que la reprise de travail léger est plutôt destinée aux accidents de travail et maladies professionnelles. Cela dit, les modalités sont quasi identiques. La rémunération, donc le salaire est maintenu, le salaire maintenu est rémunéré par l'employeur pour la partie travaillée, et puis des IJ pour la partie non travaillée. Il y a une obligation de l'employeur, c'est de déclarer en fait à la fin de chaque mois donc ce qu'il a versé comme salaire pour que l'assurance maladie puisse verser la différence en IJ. Ça modifie le contrat de travail. Hein. Donc, il est conseillé de réaliser des avenants avec la nature des aménagements apportés au contrat initial, les horaires, la durée du temps partiel thérapeutique et puis les nouvelles modalités de rémunération. Alors, le temps partiel thérapeutique n'est pas soumis à la législation du droit du travail, donc l'employeur peut tout à fait refuser sa mise en place en informant le médecin du travail. La durée du travail à temps partiel dépend des préconisations de la du travail, très renouvelable, et se touche l'arrêt. Donc voilà pour le temps partiel thérapeutique et la reprise de travail léger. Nous avons également le contrat de rééducation professionnelle en entreprise, hein, donc CRPE pour nos jargons. Donc c'est un dispositif qui est destiné aux salariés déclarés inaptes à leur poste antérieur, donc par le médecin du travail, et reconnu travailleur handicapé par l'AME-DPH. Donc là, pour le coup, il faut une RQTH. L'objectif, c'est de permettre aux salariés qui ne pourront pas reprendre leur emploi d'apprendre un nouveau métier dans l'entreprise d'origine ou dans une nouvelle entreprise. Et donc concrètement, le CRPE est une formation pratique et tutorée qui peut être complétée par de la formation professionnelle et à l'issue de laquelle le salarié dispose de nouvelles compétences, de son nouveau métier, mais aussi d'une expérience. Il revient donc aux travailleurs handicapés de déposer une demande de CRPE auprès de la caisse, auprès de la CEPAM. L'initiative de proposer un tel contrat au salarié et à l'employeur peut aussi venir du médecin du travail. Donc, le médecin du travail peut éventuellement solliciter un CRPE. Et ensuite, il y a une rencontre qui regroupe le médecin du travail, le salarié, l'employeur et l'organisme de sécurité sociale en entreprise, donc dans le but de définir les termes du contrat. Donc, les contrats ont une durée déterminée hein, et c'est renouvelable une fois dans la limite de 18 mois. Il y a une prise en charge à hauteur de 50% de la rémunération brute par la CPAM et dans la limite du montant des IJ qui sont servis. La procédure est un peu lourde. Hein. Il y a une négociation avec l'employeur qui est nécessaire et qui implique aussi la médecine du travail. Donc voilà pour le CRPE. Et on a ensuite un dispositif, un levier d'assurance maladie qui s'appelle l'essai encadré. Donc l'essai encadré, il permet au salarié de tester ses capacités sur un poste pendant son arrêt de travail qui est indemnisé, bien sûr. Ce sont pour les assurés qui sont en arrêt de travail pour maladie
accident du travail ou maladie professionnelle, hein, ça couvre les trois arrêts. Concrètement, l'essai encadré permet aux salariés de tester un nouveau poste de travail, tester un aménagement de poste de travail, tester une reprise à l'ancien poste de travail ou rechercher éventuellement des pistes pour un aménagement ou un reclassement professionnel. La durée aujourd'hui, est-ce qu'elle a été un peu modifiée, est aujourd'hui de 15 jours. Il y a quelques mois, elle était de 3 jours. Ça peut être en continu ou fractionné. Et pendant cet essai encadré, donc la couverture du risque AT-MP est assurée dans le cadre de la cotisation prise en charge par la CPAM. Il faut un accord de principe du médecin traitant pour avoir accès à un essai encadré. Il y a une convention à signer avec tous les partenaires. Et donc chaque partie renseigne ses volets. Donc il y a l'assuré, l'entreprise d'accueil, le médecin du travail. Et puis il y a aussi là une approbation de la cellule PDP sur la convention. Donc ça passe aussi en cellule PDP. Et puis enfin, un petit focus sur la formation. Comme je vous ai dit en début, il est possible aussi pour les personnes qui sont en arrêt de travail de partir en formation, hein, sur des formations courtes, bien entendu. Donc, ça a plutôt tourné autour du bilan de compétences, des CEP, qui permettent une préparation de reconversion professionnelle. Alors, on pourrait imaginer quand même qu'il y ait un démarrage de formation longue, mais de toute façon, elle ne pourra pas se faire en totalité sur de l'arrêt maladie. Toujours pour des assurés en arrêt de travail, de maladie, accident de travail ou maladie professionnelle. Là, pour le coup, les IJ sont maintenus et réglés par la caisse. Et puis, s'il y a un accident de travail pendant l'action de formation, la déclaration d'accident de travail est rédigée par l'organisme de formation ou l'entreprise d'accueil, mais pas par l'employeur. Voilà un peu pour les détails concernant la PDP et les leviers, en tout cas, de l'assurance maladie, pour lesquels on est un peu plus habitué. Ça, c'est très important, c'est un point très important qui nous est remonté souvent. Ouais. Sur comment suivre une formation pendant l'arrêt de travail et comment ça se passe pour le risque accident de travail, maladie professionnelle. Ouais. Donc les IJ sont bien couverts et le risque est également couvert. Et donc vous dites s'il y a un souci, ce n'est pas l'employeur qui le remplit. Donc c'est bien lors de la formation. Oui. Où, alors aujourd'hui, les actions de formation passent par le CPF, donc il faut que l'assuré ouvre son CPF et dedans, eh bien, il y aura éventuellement, il sera abondé pour qu'il puisse partir en formation ou payer, je ne sais pas, par exemple, un bilan de compétences. Et éventuellement, si ce CPF n'était pas assez pourvu, il y a des aides possibles. Donc, s'il y a un accompagnement service social, il y a des aides possibles du service action sociale des CPAM pour venir compléter éventuellement ces formations si elles devaient être financées. Très bien. Alors, il y a une question qui est vraiment une question centrale par rapport à votre intervention. Ces dispositifs sont-ils ouverts aux agents fonctionnaires titulaires du régime général, c'est-à-dire ceux qui font moins de 28 heures de travail hebdomadaire, Oui. ou bien les personnes qui ont des contrats à durée déterminée, c'est-à-dire qui ne sont pas fonctionnaires au sens propre? Oui, ils ont les mêmes droits que le régime général. Et c'est vrai qu'on a eu quelques petites précisions dans les chats concernant la période de reclassement qui, semble-t-il, est réservée aux agents qui sont fonctionnaires, donc a priori qui ne dépendraient pas du régime général. Ouais, dans ce cas-là. Voilà. Pour autant, la PPR nécessite, donc il y avait le lien, parce que elle nécessite en fait une inaptitude au poste et non pas un arrêt de travail. Donc on est bien sur quelque chose qui peut-être est un petit peu entre les lignes, je dirais. Est-ce qu'on peut garder comme principe le fait qu'à partir du moment où la personne dépend du régime général, l'ensemble des dispositifs lui sont ouverts, quel que soit le lieu où elle travaille? Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Il y a d'autres questions? Oui, j'ai une autre question. Alors, je ne suis pas sûre. Enfin, autour de la PDP, hein. Autour de la PDP, oui. On va essayer. Donc, un agent de la fonction publique territoriale
en ASA, ASA, je ne sais pas ce que ça veut dire par contre, pose la question de la possibilité de formation ou d'une réflexion sur son projet professionnel avec la CARSAT, possible pendant son arrêt ou non. Alors, un agent qui est titulaire de la fonction publique territoriale. A priori, oui. Donc, a priori, selon ces éléments, on aurait tendance à répondre non. Et s'il n'est pas titulaire, s'il est justement contractuel? S'il relève du régime général. Du régime général, oui. Oui, dans ce cas-là, oui. Alors, ASA, oui. Autorisation spéciale d'absence. Ah oui, type l'autorisation spéciale d'absence qu'ils ont eue pendant la période de crise sanitaire. Donc, c'est une absence sur le poste de travail qui est malgré tout rémunérée parce qu'on est sur une période d'absence validée, en fait, autorisée, qui n'est pas un arrêt de travail, qui n'est pas pas l'arrêt maladie. Et non, ce n'est pas de l'arrêt maladie, ce n'est pas de l'arrêt de travail, c'est vraiment une absence exceptionnelle. Oui, pour nous, non. Non. Il y a une autre question. Qui fait la demande d'essai encadré? Eh bien, en général, ça passe par. Alors, les médecins au travail les médecins traitants sont censés connaître ça et sont censés présenter ça. Après, il faut que l'assuré soit accompagné parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être assez lourd, notamment avec les conventions signées avec l'employeur, la CPAM. Donc voilà, mais il faut plutôt que la personne soit accompagnée. Ouais. Mais c'est l'assuré, bien sûr, c'est proposé à l'assuré, voilà, ça existe, là c'est encadré, et ensuite il faut qu'il soit accompagné. Donc, ça peut être la médecine du travail, ça peut être Cap Emploi, oui. Ça peut être l'assuré lui-même qui en a entendu parler, ça peut être le service social qui fait les orientations correctes pour que ça se mette en place. Le maillage fonctionne plutôt bien. Et les médecins traitants, comme Fabrice a dit. Oui, mais en général, pour ce type d'action de remobilisation, il faut qu'il soit accompagné. Tout à fait. Tout seul, et ensuite, l'essai encadré nécessite toujours l'avis d'un ergonome. Donc, ça passe par la médecine du travail, de toute façon, à un moment ou à un autre. Oui. Très bien, merci. N'hésitez pas, si vous avez des questions, donc à les poser dans l'onglet. Nous, il faut vraiment qu'on clarifie cette question-là de PPR parce que là, il y a des éléments supplémentaires qui ont été apportés. C'est bien ouvert pour les agents fonctionnaires titulaires du régime général, donc moins de 28 heures. Voilà, donc qu'est-ce qui est possible pendant cette période-là? On va vous apporter des réponses ultérieurement. Tout à fait, c'est bien noté. On avait des sondages sur cette partie-là, donc je vais les afficher. Donc la cellule PDP est-elle composée? Vous avez plusieurs éléments de réponse qui s'affichent. Ensuite, sur les leviers de remobilisation et in fine sur l'essai encadré. Voilà, donc 3 sondages qui sont postés. Et donc, on en profite pour afficher une question sur les centres de gestion. Ah, c'est une précision. Les centres de gestion disposent d'ergonomes et de psychologues du travail en général. Donc, ils peuvent donc être sollicités dans le cadre de l'évaluation sur ces situations, je suppose. C'est quelque chose que vous travaillez avec les centres de gestion au niveau de la CARSAT? Nous, on travaille avec les ergonomes de la médecine du travail pour les assurés qui relèvent du régime général. Et avec les centres de gestion, vous êtes en lien avec les correspondants handicap des centres de gestion, je suppose. Ça, oui, tout à fait. Voilà, donc la boucle passe par les correspondants handicap, je suppose. Alors, au niveau des sondages, oui, c'est en train d'être répondu. Donc, la cellule PDP est composée, alors, majoritairement, les réponses sur les services de la CPAM, l'échelon local du service médical, donc le fameux ELSM qu'on avait en acronyme tout à l'heure, et le service social. Donc, est-ce qu'ils ont juste?
Oui. sur cette question. Très bien, vous avez bien suivi le webinaire. Et les leviers de la remobilisation de l'assurance maladie, donc il y avait plusieurs réponses possibles. Il y avait donc le temps partiel thérapeutique, la PMSMP dont on n'a pas parlé, la période de mise en situation au milieu professionnel, et la reprise de travail léger. Alors, quelle était la réponse là-dessus? Fabrice, sur les leviers de la Il y a un remobilisation de intrus. l'assurance maladie? Oui, oui, il y a un intrus. Oui, Donc c'est il y a un bien la intrus. PMSFP. Donc la Il y a un intrus. PMSMP, ce n'est pas bon. Non. Donc la CARSAT ne se positionne pas sur la PMSMP en fait. Alors, c'est pas un levier typique de l'assurance maladie. Alors, on peut le proposer dans le cadre des accompagnements. Éventuellement, on regarde la situation de l'assuré, mais c'est pas un levier de remobilisation d'assurance maladie. Typiquement, en tout cas. Retour de Madame Thomas. Madame Thomas, oui. 10 minutes avant la Ah ouais. fin. Ouais, tout à fait. J'ai hésité, hein, sincèrement, j'ai hésité à revenir, mais je voulais, voilà, à la fois saluer et puis m'excuser auprès de l'ensemble de l'ensemble des participants. On a une coupure réseau à la CARSAT, un CARSAT Aquitaine, je précise, coupure réseau générale à tous les étages, qui a fait que quasi au moment de prendre la parole, j'ai été coupée. J'en suis désolée et je m'excuse aussi auprès de Emma et Fabrice qui ont pris le relais, enfin, en toute confiance, mais un petit peu à chaud. Voilà, donc si effectivement il est 15h25, s'il y a d'autres questions peut-être pour suivre, la présentation est terminée là, c'est ça? Oui. On était sur la fin, Oui. j'ai une question qui vient d'arriver. Le service social du travail peut-il orienter directement un agent contractuel pour une évaluation des leviers de remobilisation possibles? Et si oui, quelles sont les coordonnées? Donc les coordonnées sont en fin de diaporama. Et oui, effectivement, hein, je pense que voilà, vous avez vu le service social assurance maladie intervient vraiment ce qu'on appelle en niveau 2, c'est-à-dire surorientation de l'ensemble des partenaires, que ce soit vous, que ce soit les médecins, que ce soit Cap Emploi, les AS d'entreprise, etc. Donc, il est tout à fait possible de détecter une situation qui relève d'un accompagnement du service social. Et pour cela, la personne est à orienter. Donc, il y a deux solutions. Soit vous donnez à la personne nos coordonnées. Alors, nos coordonnées téléphoniques, c'est le 36 46. Mais disons que par les temps qui courent de travail, télétravail, c'est pas forcément le plus évident. Mais vous avez là, en fonction des départements de nos régions, les adresses mail génériques de chaque unité de service social. Et donc, chaque signalement, chaque détection de personnes en besoin d'être accompagnées qui sera orientée sur cette boîte mail fera l'objet d'une prise de contact par le travailleur social du territoire. Merci beaucoup Valérie. On a une question également sur assez pertinente sur peut-on assister justement à une cellule de prévention à la désinsertion professionnelle, donc entre autres sur Bordeaux, pour présenter nos dossiers d'agents directement. Alors, donc sur Bordeaux, alors c'est des choses. Alors non, enfin pas aujourd'hui, pas en ce moment, puisqu'on fonctionnait effectivement en cellule présentielle. Hein, donc là, je parle vraiment pour Bordeaux, la Gironde, donc tous les mois, avec ensemble des partenaires assurance maladie, mais également Cap Emploi et 2 des 3 services de santé au travail. On pouvait aussi accueillir un petit peu à la demande des partenaires qui souhaitaient, des partenaires donc du maintien dans l'emploi que vous êtes, qui pouvaient souhaiter voir le fonctionnement pour se rendre compte un petit peu en direct, hein, comme une mise un peu en pratique des informations plus théoriques qui ont été données aujourd'hui, et éventuellement oui pouvoir présenter le dossier d'une personne. Donc oui, en théorie c'est possible. Je ne parle que pour la Gironde, hein, que je connais bien par ailleurs, pas dans la période actuelle puisque vous vous doutez bien, on a des contraintes. On va reprendre les cellules en présentiel, mais avec un nombre limité de 6 personnes. Voilà. Mais donc, c'est quelque chose, là, vous avez la boîte sous les yeux, là, les coordonnées de la boîte mail unité Bordeaux. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Hein. Merci. Et il y a donc une question sur justement
la présence de ces cellules PDP sur tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, pour la carte centre-ouest, on peut dire qu'il existe absolument une cellule dans tous les départements. En revanche, il y a des départements où c'est une cellule physique, on se réunit pour de vrai, et il y a des départements où c'est une cellule dématérialisée, donc tout se passe par des canaux dématérialisés, en fait, la concertation. Et la cellule existe partout. Et pour l'Aquitaine, alors pour l'Aquitaine, il existe, on est sur des cellules en présentiel, hein, où les partenaires se rencontrent, avec par contre des rythmes qui peuvent être variables de 15 jours à tous les mois, où sont étudiées, comme vous l'avez vu, toutes les demandes de formation, d'action de formation, de remobilisation pendant l'arrêt de travail, mais également les situations complexes, et on définit par situation complexe les situations qui nécessitent une coordination de différents partenaires, à la différence du simple appel téléphonique ou échange mail. Donc ce sont pour l'Aquitaine des cellules physiques. Mais en tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que pour l'ensemble des départements de Nouvelle-Aquitaine, on a des cellules locales PDP qui fonctionnent. Et pour le centre-ouest, en fait, il faut distinguer en fait la cellule de l'assurance maladie, hein. Et puis, Ouais. on a aussi, nous, des cellules qu'on appelle inter-institutionnelles, où on se voit, mais on ne prend pas de décision par rapport aux assurés, mais on va plutôt se voir sur de la coordination, éventuellement, et d'échange d'informations. Voilà. Mais, et je sais qu'il y a des cellules assurance maladie dans lesquelles il y a des partenaires, notamment Cap Emploi ou Médecins du Travail, comme vous à Bordeaux. Ce n'est pas le cas partout, par contre. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions qui ont été posées sur l'onglet. Si on en a oublié une, n'hésitez pas à voter là maintenant pour qu'on puisse l'afficher et prendre 2 minutes pour y répondre. Si vous n'avez pas pris le temps de répondre au sondage, à tous les sondages qu'on a posés tout au long du webinaire, n'hésitez pas. C'est le moment où également poser encore quelques questions. J'en vois une encore de Mme Cavreau. Je vais l'afficher, on va prendre 2 minutes. Les membres des cellules PDP ont-ils le réflexe de contacter les CDG, donc les centres de gestion, pour mener des actions conjointes, pour envisager les actions propres à chacun et pour le bien des agents? Donc la question, c'est est-ce qu'il y a bien un process lorsque les situations concernent les agents de contacter les centres de gestion? Alors, nous, en fait, pour que la cellule locale prévention de la désinsertion professionnelle puisse contacter les CDG, je dirais, mais peut-être que cette question correspond à une situation précise, mais encore faut-il qu'il y ait des sollicitations de la cellule et donc des demandes d'action de formation pour les agents. Moi, de l'expérience que j'ai sur les différentes cellules aquitaines, non. Hein. Donc, ce constat vient peut-être d'une méconnaissance de ces dispositifs. En tous les cas, si ces situations arrivaient en cellule, de toute façon, on demande pour que la situation puisse être étudiée avec des éléments autres que des éléments administratifs qui sont les dates d'arrêt de travail, hein, ce sont les seuls éléments que la caisse primaire d'assurance puisse avoir. On demande pour l'Aquitaine à ce que le dossier administratif soit accompagné de ce qu'on appelle une évaluation socio-professionnelle de la situation par la personne qui accompagne l'agent. Et donc cette personne peut être une AS d'entreprise, peut être un référent handicap, un référent travailleur handicapé. Donc c'est tout à fait possible. Donc, les demandes, là, suite à, peut-être qu'il y en a déjà eu, hein, mais suite à la réunion d'aujourd'hui, ces demandes d'agents où vous vous dites pourraient relever d'une action de remobilisation, de formation pendant l'arrêt de travail, elles peuvent être étudiées en cellule. Et ce qui convient pour que l'évaluation de la cellule soit la plus fine et la plus juste possible, c'est au-delà des informations administratives, de joindre le projet de l'évaluation, ce qu'on appelle l'évaluation socio-professionnelle, sachant que l'ensemble des membres de la cellule sont soumis au secret professionnel et que les éléments qui seront transmis à la cellule ne seront pas divulgués par ailleurs, mais pour permettre à la cellule d'avoir toutes les bonnes informations, les bons éléments d'évaluation pour prendre la meilleure décision possible.
cette question. Voilà, le webinaire arrive à sa fin. On ne t'entend pas, Virginie. Je voulais prendre le temps de remercier l'ensemble des intervenants. Merci Valérie de vous être connectée. Au moins, voilà, pour les 5 minutes de la fin. Il y a eu vraiment beaucoup de problèmes de connexion. Moi également, j'ai été connectée 2-3 fois. Donc, j'ai dû couper les caméras aussi. Bon, clairement, on a fait ce qu'on a pu et on a essayé voilà, de répondre à vos questions et surtout de présenter donc, ce dispositif de prévention à la désinsertion professionnelle côté CARSAT, donc suite à la présentation du dispositif côté fonction publique. Voilà, on espère bien évidemment que ça amènera à développer la connaissance mutuelle, l'interconnaissance aussi professionnelle des uns et des autres sur ces dispositifs pour mieux mailler des réponses pour ces professionnels, pour ces agents-là. Donc en contractuel ou à temps partiel, mais également l'ensemble des autres professionnels qui peuvent rencontrer des difficultés sur la prise en charge de leur situation. On vous remercie vivement pour votre disponibilité, pour avoir organisé ce webinaire. Et bien évidemment, donc à l'ensemble des participants, on transmettra le PowerPoint et le question-réponse un petit peu étoffé de l'ensemble des réponses qu'on a pu apporter aujourd'hui. Je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, alors le mot de la fin, moi je dirais mieux se connaître pour mieux collaborer. C'était vraiment l'objectif quand on a pu participer service social à la présentation sur les enjeux du maintien dans l'emploi dans la fonction publique. Là, c'était à notre tour de vous présenter ces dispositifs, mais on voit bien que ces dispositifs, voilà, il y a plein de choses, plein de subtilités. Le tout, et c'est vraiment voilà, s'il y a un message à retenir, c'est qu'il y a un service social à l'assurance maladie. Vous avez nos coordonnées et l'idée, c'est vraiment ensuite, au-delà de cette présentation, de pouvoir se contacter très concrètement pour des situations très précises et de faire de cette information, là, de ce webinaire forcément théorique, quelque chose qui vive sur le terrain et qui s'apprenne à travers le co-accompagnement de situations concrètes. Donc, on ne peut pas tout retenir, hein, on sait bien, d'un webinaire, on ne peut pas tout retenir, mais nous, on retient que vous êtes là, qu'on a également besoin, nos travailleurs sociaux ont besoin de travailler avec vous. Et puis, faites de même, n'hésitez pas, vous avez les coordonnées, n'hésitez pas à nous contacter. C'est comme ça que le partenariat vraiment sera plus performant dans l'intérêt des assurés du maintien dans l'emploi. Merci. Merci. Je crois que c'est le moment de se dire au revoir. Merci à tous les participants. Donc, le webinaire sera disponible en replay. Vous pouvez aussi, voilà, nous vous enverrons le PowerPoint et voilà, de façon à ce que vous ayez toutes les informations. Donc, nous sommes la coordination du PRITH Nouvelle-Aquitaine. N'hésitez pas à nous contacter. Aussi, si vous avez besoin de liens, de contacts, ou s'il y a des situations aussi de personnes qui restent, voilà, qui restent irrésolues, de façon à ce qu'on puisse vous mettre en contact avec les bonnes personnes. Voilà. On se dit au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir à tous. Merci. Merci, au revoir.